OK, bon. Avant qu'on commence, je vais juste laisser Zelda se calmer un petit peu, là, c'est correct. Oui. Fait que comment tu veux que je t'introduise? Est-ce que comme tu veux que je te pose une question, puis là tu parles de qui que t'es? Euh, on peut faire ça. Tu peux aussi simplement dire que je sais pas, peut-être comment on t'a référé à moi ou as-tu un peu d'informations sur moi ou parce que je sais que Oui, mais pour le but du reportage, comme j'ai besoin comme de l'information sur toi, comme je vais te poser une couple de questions sur, ouais, je pense que tu as vu les questions que comme je vais te poser sur comme le changement dans l'éducation. oui, Je oui, pense que tu as vu, mais il y aura aussi des questions sur comme comment tu es une personne entreprenante. oui. Alors, je vais comme commencer avec des questions plus pour te présenter, puis là, je OK. vais bouger vers des questions plus sur qu'est-ce qui est les changements dedans, qu'est-ce qu'on va OK. parler. Mais pour la comme première affaire, je vais juste te demander, est-ce que Mais vous pouvez vous présenter? je pense que parce que si tu me demandes de me présenter, je vais toucher à certains éléments de réponse de tes questions. Donc, peut-être juste dire, c'est une suggestion que j'ai, Zachary, peut-être juste dire, je vous présente Eugénie Congy. Elle a travaillé pendant 30 ans dans le secteur de l'éducation et elle a accepté de répondre à certaines de nos questions, tout simplement. C'est ce OK. que je te suggère. Fait que, Ou puis dire là, à ta elle va façon. commencer. OK. Fait que, Viens dans un box. On va aller te cacher. Viens, viens avec moi. Ici. excusez pour ça. Correct. D'abord, le moment que elle sait, là. Elle sait même trop, là, que c'est pas un bon moment. Excusez pour ça. Le C'est chien, correct, il c'est fait bien ton du chien? bruit. Ouais, Ton le chien chien? fait bien du bruit. Oh, quelle sorte de chien? C'est un husky. Oh, j'aimerais ça le voir après. Tu veux l'avoir? Après, ouais, Ben, tu vas me le montrer. Attends, regarde. Oh! Oh! Oh, tu l'as volé. J'ai toujours eu un chien, puis ben là, j'en ai pas présentement. Puis un de mes les fils, chiens? il dit, un de mes fils, il me dit, ah, maman, va chercher un husky. J'ai dit, non, les huskies sont trop tannants, mais là, je vais demander à ta mère comment est-ce que c'est avoir un husky à la maison. Ben, c'est pas mal, c'est quelque chose. Oui, hein. Surtout quand il est jeune, c'est quelque chose. Ouais. OK, es-tu calme? OK, fait que je vais commencer en disant, comme, attends, c'était pour Je vous redire ce que présente tu avais dit. C'était Eugénie Congy, Eugénie Congy qui a œuvré dans le secteur de l'éducation pendant 30 ans. Puis ensuite, OK. si tu veux faire référence un petit peu à ton sujet, puis tu peux dire, en terminant, tu peux dire euh, Eugénie ou Madame Congy, tu peux m'appeler un ou l'autre, là, a accepté de s'entretenir avec Fait nous. que je vais commencer ça maintenant. Ouais. OK, alors voici Congé Eugénie. Elle est dans le secteur. Donc, dis-les à l'inverse, recommence. Oh, Eugénie, Eugénie Congy. Eugénie, Eugénie, oh, vraiment? OK, désolé. J'ai Je pas. sais, tantôt, tu m'as appelé Congy. J'allais te dire Zachary. Des fois, j'ai des amis qui m'appellent Congy, puis c'est parce qu'ils sont pas contents avec moi. Je pensais que c'était ton premier nom. Mon prénom, c'est OK, je Eugénie. vais commencer celle-là. Excuse-moi. Excuse-moi, si je me prends une gorgée d'eau. Parfait. OK, c'est bon. Vas-y. Je suis sérieuse, là. Alors, voici Madame Congy. Elle travaille dans le secteur de l'éducation, ça fait 30 ans. Elle est ici pour répondre à quelques questions sur l'éducation. Alors, pour Bonjour, Zachary. commencer, qu'est-ce qui te rend une personne entreprenante? Bien, premièrement, ce que je pourrais te dire, Zachary, c'est que depuis mon enfance, j'ai eu des modèles de parents qui étaient entrepreneurs. Donc,
Ils étaient des immigrants, puis ils ont rapidement, ils sont rapidement devenus propriétaires d'entreprises, alors que j'étais un bébé lorsqu'on est arrivé. Donc, j'ai vu ces modèles d'adultes autour de moi qui étaient entrepreneurs, qui avaient un souci de créer, d'innover. Et puis pour moi, la façon que ça s'est traduit dans ma personne entreprenante, si tu veux, c'est que j'ai toujours eu un souci de répondre aux besoins des autres. Donc, depuis que je suis toute petite, c'était toujours comment est-ce qu'on peut aider à répondre à tel besoin, comment est-ce qu'on peut le faire, qui est-ce qu'on peut impliquer. Puis j'ai toujours un souci d'aider les autres à améliorer les choses. Puis je voulais jamais vraiment travailler seule lorsqu'on voulait améliorer quelque chose. Donc, je me suis toujours entourée d'amis quand j'étais petite. Également au secondaire, au niveau universitaire, puis en tant qu'adulte également. Donc, si on avance maintenant au niveau de ma carrière en éducation pendant plus de 30 ans, puis je continue encore, mais différemment, c'est que j'étais une personne entreprenante dans le sens que je prenais toujours l'initiative de développer des projets pour répondre aux besoins des élèves. Donc, beaucoup des projets étaient axés autour de l'engagement des élèves, la voix des élèves, et puis je voulais impliquer les membres de la communauté pour qu'ils puissent contribuer à ces projets-là. Donc, j'étais entreprenante, moi, oui, mais en collaboration avec les autres. Donc, il y a eu plusieurs projets que j'ai entrepris, mais en collaboration avec d'autres leaders, puis d'autres personnes qui avaient quelque chose à contribuer de significatif. Mais être entreprenante, c'est pas seulement, c'est beaucoup plus que seulement l'organisation et la gestion de projet. C'est vraiment de pouvoir répondre à un besoin qui est véridique, qui est réel pour quelqu'un ou des groupes d'individus dans une communauté spécifique, puis toujours en impliquant les membres de la communauté afin de pouvoir créer et innover ensemble. Donc, dans ce contexte-là, j'ai été une personne entreprenante. Puis, pour les élèves, il y a eu une panoplie de projets qu'on a développés. Je dis bien on, que nous, conjointement avec des grands leaders, puis des membres à la direction d'école, du personnel enseignant extraordinaire pour s'entreprendre ensemble en équipe également. C'est beau. Alors, vous avez parlé un peu de vos parents et comme un peu d'où venez-vous, mais comme j'aimerais plus en détail, vraiment, où est-ce que vous venez d'être, puis qu'est-ce qui vous a inspiré à poursuivre l'éducation comme ouais. Comme vocation. C'est vraiment une vocation plus qu'un métier ou une profession parce qu'on répond aux besoins de la jeunesse, n'est-ce pas? Donc, moi, écoutez, on m'appelle, ma mère m'a toujours appelé le bébé international. Donc, je suis née en France. J'ai immigré au Canada lorsque j'étais très petite. J'étais un bébé. Et puis, mes parents sont italiens. Donc, j'ai grandi quand j'étais bébé jusqu'à la fin de mon adolescence dans le nord de l'Ontario. Donc, je suis un produit franco-ontarien. J'ai grandi dans les écoles franco-ontariennes. Je m'identifie comme franco-ontarienne. J'ai un héritage italien également. Et puis, par contre, je suis établie à Ottawa depuis les 40 dernières années. Donc, mon chez-moi, c'est la région d'Ottawa. Et puis, qu'est-ce qui m'a inspirée à poursuivre en éducation? Premièrement, j'ai toujours été intéressée aux besoins des enfants, même quand j'étais petite, sur la cour d'école, quand il y avait un conflit, les autres enfants venaient me chercher pour aider.
Donc, j'ai toujours eu un instinct et puis une volonté à vouloir aider. D'où ça vient? Peut-être c'est culturel chez mes parents. Je les ai vus toujours être au service des autres, en train d'être très généreux et d'aider. Ça vient sûrement du côté parental, mais j'avais un intérêt pour la jeunesse. Puis, en fait, je m'intéressais beaucoup à la psychologie de l'enfant. Et j'avais commencé un bac en psycho. J'ai terminé un bac en psycho. Puis, à la fin du bac, je suis allée travailler à un endroit qui s'appelait, à l'époque, le Centre d'études de l'enfant, à l'Université d'Ottawa. Puis, à l'époque, j'assumais un rôle d'éducatrice spécialisée et je travaillais en étroite collaboration avec la psychologue pour mettre en place des programmes de modification de comportement. Et c'est là que j'ai eu, pas parce que je connaissais pas l'école, j'avais été élève moi-même, je savais c'était quoi le contexte scolaire, mais j'avais jamais été vraiment intéressée à l'école. Puis je pensais jamais un jour devenir enseignante. Sauf que parce que je travaillais d'un point de vue clinique au centre d'études de l'enfant, dans des salles de classe, là, j'ai vu la dynamique, comment c'était enrichissant à chaque jour d'être capable d'aider un enfant, d'être capable d'aider l'enfant à cheminer dans ses objectifs personnels, des objectifs de classe pour améliorer non seulement l'apprentissage, mais leur bien-être, leur engagement, euh, leur développement personnel, interpersonnel. Donc, quand j'ai vu ce que ça donnait, l'impact auprès des enfants, ben là, je me suis dit, ah, ben là, au lieu de continuer en psychologie, devenir psychologue, je m'en vais en éducation. Donc là, je suis allée faire mon bac en éducation, puis mon histoire part de là. OK. Et pour attaquer plus le sujet de cette entrevue, que direz-vous est la différence entre l'éducation d'aujourd'hui et celle de 15 ans passés? L'éducation d'aujourd'hui comparativement à celle de 15 ans passés, je vais vous dire que ça dépend de quel système éducatif on parle et où. Donc, si on parle d'une province à l'autre, les attentes, les politiques, la loi, elle est différente. Et d'une région à l'autre, j'ai observé que c'est différent aussi. Cela étant dit, de façon générale, je dois malheureusement dire que depuis 15 ans, il n'y a pas une si grande différence que ça dans les systèmes éducatifs, sauf l'arrivée des technologies émergentes qui prennent de plus en plus de place dans la société en général et par ricochet, ça atterrit dans les écoles, dans les systèmes éducatifs, dans la salle de classe. Mais de façon générale, vraiment, l'arrivée des technologies émergentes, le développement aussi du concept de l'imputabilité. Puis là, je parle vraiment du contexte franco-ontarien que je connais très bien. Donc, l'imputabilité, ce que je veux dire par ça, c'est comment est-ce que les membres du personnel agit, intervient pour s'assurer que l'élève apprenne et puis que l'élève réussisse. Donc, il y a le concept d'imputabilité. L'autre chose qui est nouveau depuis les 15 dernières années, puis particulièrement depuis les 6-7 dernières années, c'est toute la question du bien-être des élèves. Donc, la santé mentale. Puis, les quelques dernières années, encore plus depuis la COVID, l'utilisation des réseaux sociaux, c'est faramineux, la vitesse à laquelle tout le monde tout le monde se dirige vers ces outils-là et les utilise. La durée de temps aussi, elle est inquiétante, mais c'est aussi quelque chose qui est différent aujourd'hui, Zachary. L'autre chose aussi dont on parle de plus en plus, évidemment, c'est également toute la question de la diversité, de l'équité, de l'inclusion.
dans les écoles. On en parle de plus en plus. On a des plans d'action pour adresser les problématiques et les défis qui sont rattachés à ces concepts-là. Donc, je dirais qu'en général, ce sont les grands changements qui font référence à des sujets qui sont importants pour le bien-être, l'engagement, la réussite des élèves. C'était là auparavant, mais on en parlait moins explicitement. Mais au jour le jour, l'enseignement comme tel, à part l'utilisation des technologies émergentes et d'autres stratégies pour veiller à un apprentissage différencié et personnalisé, c'est un peu semblable il y a 15 ans et aujourd'hui. D'accord. Et vous avez mentionné les technologies émergentes. Est-ce que vous diriez que l'IA fait partie de ces technologies-là et comment comme impacte-t-elle l'éducation comme telle? L'IA, l'intelligence artificielle, définitivement, c'est une technologie, je vais dire émergente, oui, mais je parlerais plutôt de l'intelligence artificielle générative qui est vraiment émergente, qui est celle qu'on connaît depuis novembre 2022. Il y en a qui vont penser, par exemple, à OpenAI avec ChatGPT. Ce sont des formes d'intelligence artificielle qui sont génératives parce qu'elles vont générer du contenu. Ce qui différencie de l'IA qui a existé depuis plusieurs années. Il y a des auteurs qui parlent de l'IA en 1950 dans la littérature scientifique. Donc, l'IA en tant que telle n'est pas un concept nouveau. La complémentarité humaine-machine, donc avec l'intelligence artificielle, existe depuis longtemps. Si je peux te donner un exemple, Zachary, on va penser par exemple au secteur aéronautique, donc le pilote, et puis le copilote, qui est la machine. Ça existe depuis toujours, ben pas depuis toujours, mais depuis longtemps, puis c'est un système d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle générative, donc par exemple comme ChatGPT ou Copilot ou Gemini ou Claude, il y en a plusieurs, c'est que c'est une forme ce sont des données qui utilisent le langage humain. Et puis ça vient vraiment redéfinir les règles du jeu en éducation parce que ça parle à l'humain. Donc, ça devient une technologie émergente qui est démocratisée. En d'autres mots, elle est accessible à monsieur, madame, tout le monde, à la jeunesse. Dans notre contexte, à toi et moi, Zachary, la plupart du monde ont accès à cette technologie. Ce n'est pas le cas pour la jeunesse dans tous les pays, mais c'est en général chez nous, dans notre contexte, c'est une technologie qui est démocratisée. Celle-là, il faut faire attention. Elle a un pouvoir d'aider, elle a un pouvoir de nuire. Donc, c'est vraiment l'intelligence artificielle générative qui amène des défis au niveau éthique et critique en éducation. Par exemple, il y a la fiabilité des données. Faut pas oublier que c'est ce qu'on appelle les Large Language Models. Donc, l'IAG va aller chercher ces données sur le web. Il n'y a pas personne qui a filtré les informations sur le web. Donc, l'IAG ne sait pas que quand elle va aller chercher une information qui est dans un groupe de clavardage qui est public et qu'il y a des individus qui mettent de fausses informations ou qui mettent du n'importe quoi, des commentaires discriminatoires et qui ne sont pas inclusifs ou autres, l'intelligence artificielle générative ne filtre pas, elle va juste chercher les données. Il ne faut pas oublier que c'est un système informatisé d'algorithmes qui va prédire des choses et qui va émettre une réponse. Donc, il faut faire attention à la fiabilité des données lorsqu'on l'utilise. Puis, au niveau de l'élève ou du personnel enseignant ou tout autre membre du personnel scolaire, il faut faire attention à pourquoi est-ce qu'on l'utilise, c'est quoi l'intention. Parce que, par exemple, l'élève peut avoir une bonne intention à utiliser l'intelligence artificielle générative pour aller chercher des idées au niveau du processus d'écriture. Donc, lorsqu'on fait un remue-ménage,
on veut parler de quelque chose, on veut chercher des idées, on veut qu'on demande l'idée, qu'on fasse notre recherche nous-mêmes à l'Internet ou qu'on demande à quelqu'un, on veut juste avoir des idées. Par contre, l'effet négatif potentiel, c'est est-ce que je vais utiliser l'intelligence artificielle générative par la suite pour écrire mon texte? Ça, par exemple, il faut connaître pourquoi on l'utilise et comment on va l'utiliser. De la même façon qu'un membre du personnel enseignant peut utiliser ChatGPT, par exemple, pour élaborer des plans de leçons personnalisés pour des élèves qui ont des besoins spéciaux. Donc, si l'enseignante ou l'enseignant est habilité et habile à donner ce qu'on appelle des prompts pour aller chercher les bonnes informations, ChatGPT va, par exemple, pouvoir générer un plan de leçon spécialisé pour l'élève. Par contre, si l'enseignante ou l'enseignant n'a pas révisé le contenu, puis prend le plan de leçon et l'intègre dans les tâches d'apprentissage de l'élève sans vérifier l'exactitude des données, est-ce qu'il y a ce qu'on appelle des hallucinations? Des fois, ChatGPT va dire des choses qui sont même pas réelles, qui n'existent pas. Donc, il faut avoir une vigilance professionnelle par rapport au contenu qui est généré, certainement avant de l'utiliser auprès d'un élève. Donc, j'ai donné quelques exemples des enjeux critiques, des enjeux éthiques aussi, pour s'assurer que lorsqu'on l'utilise, on a une intention qui est claire, puis on sait comment l'utiliser, puis on a mis en place des mesures de surveillance pour s'assurer que c'est bien utilisé comme il faut. Puis, en passant, c'est pas parce qu'il y a une technologie émergente, Zachary, telle que l'intelligence artificielle générative, qu'on n'avait pas déjà des défis au préalable sur comment on utilisait la technologie. Donc, si un prof demande à un élève de simplement donner une information, puis on ne lui demande pas d'utiliser des habiletés de la pensée supérieure, bien, que l'élève ait demandé à ChatGPT ou que l'élève ait fait une recherche en ligne lui-même, la seule différence, c'est que ChatGPT va aller chercher l'information pour toi. Donc, il faut vraiment faire attention à quelles sont les tâches d'apprentissage qu'on donne aux élèves, comment est-ce qu'on développe les habiletés de la pensée supérieure ou les habiletés, il y en a qui appellent ça les habiletés du 21e siècle ou de l'éducation à l'ère 5.0, peu importe, mais il faut qu'on développe la pensée de l'élève et que cette pensée-là devienne augmentée, devienne amplifiée par l'utilisation de la technologie. La technologie récente, elle est générative, oui, elle parle le langage humain, oui, mais c'est vraiment la tâche d'apprentissage qui fait vraiment la différence sur comment l'élève va l'utiliser. Alors, je vois que vous avez mentionné beaucoup des points positifs et des points négatifs de l'intelligence artificielle, mais ultimement, est-ce que vous diriez que c'est positif ou négatif, comme en fin de compte? Je dirais que c'est positif avec vigilance. On peut pas, Zachary, à mon avis, on ne peut pas avec les risques qui sont associés à l'utilisation de l'intelligence artificielle générative, on ne peut pas se brancher dans un camp seulement. On ne peut pas se positionner dans un camp seulement. De façon générale, le potentiel est extraordinaire, mais les répercussions peuvent être désastreuses s'il n'y a pas un encadrement clairement défini. Puis ça, c'est tant au niveau des concepteurs de cette technologie-là que des lois et des politiques des décideurs et des décideuses, que ce soit au niveau national, provincial, gouvernemental, au niveau d'un conseil scolaire aussi, au niveau de la gestion de l'école. Il doit y avoir un encadrement clairement défini sur c'est quoi, comment, pourquoi est-ce qu'on l'utilise et de s'assurer qu'on accompagne la jeunesse. Je dirais de ne pas éviter l'utilisation parce que c'est une technologie qui est accessible facilement, rapidement dans la société, sur les cellulaires.
des élèves. Donc, si les membres du personnel scolaire ne prennent pas la responsabilité de s'assurer que les élèves l'utilisent comme il faut, ben, on laisse ça au hasard, puis on laisse ça à la société. Puis là on perd la boussole, elle ne fonctionne pas à ce moment-là. On a plus de difficultés à les orienter. Mieux de les aider et leur montrer, modéliser comment l'utiliser. Mhm. Alors, si on parle de l'IA dans les 3, 4 ans passés, qui ont vraiment introduit un grand changement, puis là, on recule encore plus loin à comme 5, 6 ans, pensez-vous que la COVID elle a impacté comme le développement des élèves et est-ce que ça a un impact à long terme ou c'était juste court terme du fait que leur cours était dû comme annulé? Oui, bien, c'est certain que ça a eu un impact, hein, parce que rapidement, il fallait s'adapter à des changements. Il fallait aller du mode présentiel au mode virtuel à distance, des fois en mode synchrone, des fois en mode asynchrone, donc en temps réel ou simplement accéder à des tâches et les faire euh, à un temps opportun pour les élèves. Pardon. Donc, oui, ça a eu un impact. Ça a eu un impact. Il y a eu un côté, si je pourrais dire, utilitaire, positif, dans le sens que ça nous a donné l'occasion d'avoir une expérience où on a eu à s'adapter à une problématique sociétale avec la pandémie. On a eu à être davantage éduqués à comment on prévient la propagation de maladies infectieuses comme ça. Mais je crois que sur le bien-être de l'élève, je crois que ça a eu un impact de ne pas avoir ce contact humain. C'est correct d'avoir un contact à distance. On est en train d'en avoir un en ce moment. Ça ne nous empêche pas, toi et moi, Zachary, d'avoir un entretien. Puis, quand on regardait la télévision, bien avant l'arrivée de la pandémie, bien, on écoutait quelqu'un à distance à l'écran. Donc, on n'était pas sans savoir comment utiliser la technologie, mais d'avoir à l'utiliser comme ça du jour au lendemain, ça, par exemple, c'est autre chose. Et devoir à couper le contact humain. Donc, oui, pour certains élèves qui ont vraiment besoin du contact en présentiel, ça a eu un impact sur eux. On commence à voir des études. Il y en a une qui est sortie en décembre 2025 de Clément et autres auteurs. Puis ils sont allés voir ils ont étudié différents volets qui touchaient autant le personnel que les parents et les élèves durant le temps de la COVID. Je n'irai pas dans les détails de cette étude-là, mais je peux vous confirmer que l'étude démontre que l'ensemble des membres du personnel enseignant, les parents et les élèves, ont confirmé que ça a eu un impact sur, par exemple, les retards académiques. Parce que veut pas, beaucoup d'élèves avaient moins d'encadrement, moins d'aide supplémentaire. Il y a aussi eu, dans certaines régions, des problèmes. C'est vrai que l'étude a été faite au Québec, mais je pense qu'on peut comparer le contexte des systèmes éducatifs au Québec et en Ontario en termes de ressources, de structures organisationnelles aussi dans les écoles. Mais il y a eu un impact sur sur des retards académiques et sur leur bien-être, évidemment. En même temps, si on veut regarder le verre à moitié plein, parce qu'on pourrait se dire, ah, ça a eu un impact, comme pauvre de moi, on peut avoir cette approche-là, mais on peut aussi aider les gens à s'aider soi-même à voir qu'au niveau du verre à moitié plein, c'est qu'on a quand même appris des choses. On a vu beaucoup de preuves de résilience, de courage aussi, de la part des membres du personnel, de l'administration et des élèves eux-mêmes. Donc oui, ça a eu un impact, Zachary. Il y a des impacts chez certains élèves. Les élèves
sont tous et toutes différents l'un de l'autre. Donc, il y a certainement des impacts qui ont été plus profonds chez certains que d'autres. Alors, pour la prochaine question, pensez-vous que les mesures actuelles sur les appareils électroniques en classe, pensez-vous que c'est nécessaire? Pensez-vous que c'est pas assez strict? Qu'en pensez-vous? Là, ça dépend des milieux. Il y a des milieux qui veulent pas que les élèves utilisent le cellulaire. Il y en a qui veulent pas qu'ils utilisent l'intelligence artificielle. Il y en a qui vont. Ça dépend. Je crois que la vigilance, il faut vraiment s'assurer que ce soit vigilant, c'est certain, mais il faut montrer aux élèves comment l'utiliser. Il faut modéliser l'utilisation de l'intelligence artificielle, des appareils électroniques. Et moi, j'ai toujours soutenu qu'on modélise et qu'on permette que d'interdire. Lorsqu'on arrive à un point où on doit interdire, c'est un peu comme dire, moi, je vais me déresponsabiliser de tes besoins d'apprentissage en matière d'utilisation responsable et éthique de cet appareil-là. Tu vas apprendre ça ailleurs. Puis si on fait ça, je trouve qu'on fait fausse route parce que le ailleurs, ça, on n'a pas de contrôle là-dessus. Le ailleurs, c'est des contextes où il peut y avoir de la modélisation sur comment l'utiliser à mauvais escient. Donc, je crois que pour la sécurité de la jeunesse, il faut le permettre et puis les mesures doivent être raisonnables. C'est certain que si je suis enseignante puis j'ai besoin de parler aux élèves, je ne veux pas les voir avec leur cellulaire entre les mains. Mais si j'ai une tâche à donner puis que les appareils électroniques peuvent aider, c'est certain que je veux qu'ils les utilisent. Que l'élève ait l'appareil entre les mains ou que l'élève ait l'ordinateur en salle de classe, il y a quand même accès aux mêmes ressources électroniques, la même technologie, je veux dire. Donc, les mesures de vigilance sont beaucoup plus importantes que les mesures d'interdiction, à mon humble avis. Alors finalement, quel changement aimeriez-vous apporter pour le futur de l'éducation? Changement, mon doux. Ce que j'aimerais voir en éducation, c'est comment on implique davantage les partenaires communautaires dans l'école. Donc, avoir une plus grande ouverture de nos portes dans les systèmes éducatifs pour établir des partenariats qui viennent soutenir, appuyer, amplifier, enrichir l'apprentissage, le bien-être et l'engagement des élèves. Plus on a les portes fermées, plus l'élève va vivre un contexte qui appartient à l'intérieur de l'école et qui peut devenir de plus en plus déconnecté de la réalité dans la société, surtout en raison du développement rapide de la technologie. La technologie intelligente, la robotique, la réalité virtuelle, tout ça. C'est de plus en plus présent dans les entreprises. Puis on sait très bien, on sait très bien que les écoles ne sont pas des organisations en vase clos. Elles découlent de la société dans laquelle les écoles évoluent. Donc, plus il y a de ponts entre l'école et ce qui se passe à l'extérieur de l'école, plus l'école est pertinente et plus l'école a du sens pour l'élève parce que là, c'est connecté à ce qui les attend lorsque
ils et elles vont terminer leurs études. Donc, pour moi, je verrais des écoles communautaires grandissantes, pour moi, ça serait bien. Puis que l'apprentissage, c'est pas seulement à l'école hein, que ça se fait. Donc, si les élèves avaient l'occasion d'être dans des milieux différents, par exemple, il y en a des projets qui existent en Ontario et ailleurs, des projets en nature, mais plus que ça, avec des vrais partenariats avec l'industrie, parce que on forme les élèves pour avoir les compétences pour réussir dans l'industrie tantôt. Peu importe l'industrie que l'élève va choisir, mais à un moment donné, l'élève va choisir de travailler dans quelque chose à quelque part. Bien, ce quelque chose à quelque part-là, est-ce qu'on peut lui donner un aperçu de ce que ça a l'air vraiment, puis de parler avec les gens qui travaillent là, puis de les emmener sur les sites. Peut-être que l'élève va se dire, finalement, c'est pas ça qui m'intéresse. Qu'on ne perdra pas de temps avec une ambition, un intérêt d'élève qui éventuellement va le mener vers quelque chose qui peut-être qu'il ne va pas aimer. Lui donner l'occasion de continuer à l'orienter dans ses études pour trouver sa niche. Et alors, merci. Ça fait tout. Et ouais, ben, merci beaucoup pour ce temps-là, puis cette générosité. Ah, ben, ça me fait plaisir, Zachary. Puis, je te souhaite d'avoir beaucoup de succès dans tes études. Puis, par l'entremise de ce travail-là, évidemment, je vois que tu as un intérêt particulier pour réfléchir, pour analyser. Puis, je pense que tu vas être sur la bonne voie. Puis, en fait, tu es sur la bonne voie, Zachary. Puis, je te félicite pour tes efforts. Fait que, continue, lâche pas. Bravo. Alors, vraiment, merci beaucoup. Comme, c'est comme super. Qu'est-ce que tu m'as fait faire, là? Comme vraiment, quand ma prof, quand j'ai mentionné ton nom, elle était super impressionnée, juste pour te le dire, là. C'est qui le prof? Madame Poirier. Madame Poirier, Chantal Ouais. Poirier, Pourquoi ça me dit quelque chose, ce nom-là? À quelle école? à Plantagenet. Ah, ben oui, j'ai passé au-dessus d'un an dans le conseil. Oui, des fois, je Oui. reçois encore des messages. Salut, Julie! Allô, ben oui, hein? Oui, oui, Hey, oui, oui. moi, j'ai su, t'es-tu en train de faire ton doctorat, là? Mhm. Ah, tu fais mon rêve. Ah, Ouais. ben, J'ai good for toujours, you, que. j'ai toujours voulu faire mon doctorat, mais là, quand on est en passant, Zachary, c'est important pour toi d'être sensibilisé à ce que je veux dire. Parce que les femmes, on a des défis particuliers quand on chemine dans notre carrière. Moi, j'ai toujours voulu faire mon doctorat, mais j'ai eu 3 enfants et là, je travaillais. Fait que là, j'avais pas le temps de faire des choses que je voulais vraiment faire pour moi. Fait que là, quand j'ai terminé mes 30 ans au service des conseils scolaires, c'est pas vrai que j'allais juste arrêter. Donc, je fais mon doctorat, Zachary. Mon sujet, c'est l'intelligence artificielle générative au niveau du leadership scolaire. Donc, l'impact de son utilisation, je vais aller premièrement recueillir les représentations sociales. Ça veut dire quelles sont les croyances, les valeurs, les façons de mettre en pratique certains concepts des directions d'école au niveau de l'IAG. Puis ensuite, je veux essayer de mesurer un peu si l'IAG permet d'avoir un processus de décision augmenté. Et puis, je veux voir, je veux porter un regard critique sur le concept de complémentarité humaine-machine, qui est un concept qui est pas vraiment développé. J'ai des concepts nouveaux en recherche, en éducation. Fait que je suis comme à mi-chemin. Je suis en train de terminer mon projet de thèse.
une fois que le projet de thèse est approuvé, puis j'ai mon certificat du comité d'éthique, ben là, je fais ma petite recherche. Ouais. Fait que c'est ça. Intéressant. Puis je suis assistante de recherche, là. J'ai la vice-doyenne qui m'a demandé de co-écrire un livre. Fait que on va écrire des articles avant, mais j'ai ce projet-là. Puis la semaine dernière, elle était en Guinée pour un de ses projets de recherche à elle. Fait qu'elle m'a demandé de prendre son groupe d'élèves à l'université. Fait que je suis allée enseigner la semaine dernière. Mais là, je dois te dire, Stéphanie, comme Zachary, oui, mais les autres demandes que je reçois, je peux pas en ce moment parce que avec ce qui se passe avec mes parents, c'est juste comme c'est mon père là, mon père, je pense que ça ira pas bien, là, mais c'est beaucoup en même temps. Fait que, Oui, c'est certain. ouais, ouais, Ah, mais en tout cas, c'est correct. j'espère que ça va quand même bien se passer pour toi, puis que pour tes parents, puis bonne chance avec tout ça, là. Hey, Ben, merci. En tout cas, si jamais tu as besoin des guinea pigs, là, moi, Ah oui, j'accepte oui, oui. à Moi, 199. Je sais que c'est j'ai, pas beaucoup pour une recherche, mais en tout cas, tu sais que je suis toujours ouais. Ah, merci Stéphanie. Puis je sais que j'ai beaucoup d'amis, je te considère amie, là, des gens avec qui j'ai travaillé, qui étaient tellement allumés, puis engagés. Je sais que je vais avoir suffisamment de participants à Ah oui, je peux dire l'étude. Oui, parce que tu as quand même été direction, tu as quand même été cadre, donc tu peux quand même répondre à mes questions. Fait que, ouais, ça va être la fun. Ah, ben merci T'as encore donc une fois, bien, Nicole. t'as Hein? donc bien un beau garçon. Il est donc bien Oh. beau. Mais Hey, ça va déjà, trop vite. 11e année, mon bébé qui est en 11e, mon plus vieux, il est à l'université. Hier, il est Ah, venu faire sa première journée de suppléance parce que là, tout d'un coup, out of the blue, il veut être enseignant. Je sais pas, ça a sorti de nulle part. Je l'ai pas vu venir, pas en tout. ouais, Puis, c'est ça, il est venu faire de la suppléance hier, là, comme non qualifié, là, vu qu'il y a les OK, lundis de congé, il n'y a pas de cours. Fait qu'il s'est OK. mis sur la liste là, pour les lundis. Fait que quand l'université va finir, ben là, il va pouvoir faire la suppléance. Puis il a aimé ça, il a vraiment aimé ça. Ah, tant Puis les mieux. élèves l'ont aimé. Puis ouais, ça a été une belle expérience pour lui. J'étais que le matin, je suis comme OK, ça va être soit ta première ou ta dernière journée, ça va dépendre comment ça se passe. Mais non, ça s'est bien passé. Fait que là, je savais pas, mais j'en ai un qui va suivre en éducation, ça Ah, va bien ben aller. tant mieux. Ben tant mieux, on en a besoin. On en a Ça prend de la besoin. relève, ah oui, ça prend de la Ah relève, oui, c'est sûr. ouais. Puis toi, Zachary, j'ai des questions pour toi. Donc, c'est pour un cours de 11e année? 12e année, oui. Ben, 12e année? Préuniversitaire, ouais. Français pré. Pré-U, ouais, ben, OK. je voulais pas avoir français l'année prochaine, fait que j'ai pris mes 2 français en une année. OK. Donc là, le vrai travail commence parce que toi, il faut que tu fasses un montage, puis il faut que tu fasses de l'analyse. Puis moi, j'ai trop parlé probablement. Fait que Non. Tout a parlé au Zachary. fond. Sinon, il y avait des questions, t'as-tu remarqué? Il y avait une question qui se ressemblait. Notre réponse se ressemblait beaucoup. J'étais comme, oh my God, elle a dit la même chose que moi. J'étais comme, ah! Je suis comme, ah, ben au moins, on corrobore des Ouais. constats, là. Ben oui, ben surtout au niveau de la technologie, probablement. Ouais, c'est ça. Je me souviens plus, ça m'a cliqué tantôt. J'ai fait, oh my God, elle a utilisé exactement la même expression que moi. L'encadrement, qu'il fallait que ce soit encadré, ou quelque chose de Ouais. même, là. En Un tout cas, encadrement c'était. défini. Ben oui, ben oui. Ouais. On va pas jouer à l'autruche, là, mais je sais qu'il y en a qui jouent à l'autruche, malheureusement. Ben oui, c'est ça, exactement. Mais en tout cas, on va OK, pas regarder trop longtemps. Je sais que c'est t'es bon, je vais occupé, mais aller en tout cas, souper, merci, là. merci. Ça me All fait right. plaisir. Ça m'a fait plaisir, Zachary, de te rencontrer. Ouais, merci beaucoup. OK, bye. C'était le fun. Allez, Salut. ça. Oui. Bye. Bye bye. Merci, bye. Bye. Non, mais faut que je garde le recording, non? Je vais le recevoir par courriel d'habitude. Ah, tu continues d'enregistrer, toi, là?